Est-ce la fin du crime parfait? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'était une jeune fille épanouie, une étudiante lilloise qui jonglait entre ses cours à la fac, les fêtes entre amis et les moments passés avec son petit copain. Mais la vie heureuse de Stéphanie Fauvio, 18 ans, s'est brutalement interrompue le 24 mai 1995. Ce jour-là, son corps est découvert dans la baignoire de son appartement qu'elle partageait avec une amie. Stéphanie a été étranglée. L'enquête va durer 17 ans. 17 ans d'impasse et de fausses pistes avant de découvrir un coupable a priori insoupçonnable. Une affaire dont des moments clés seront décryptés par Alain Bauer, l'affaire Stéphanie Fauvio, colocation meurtrière. C'est un film de Jean-Pierre Vergès. Le drame a été découvert un mercredi, une veille de jour férié. Il y a Karine, la colocataire de Stéphanie, qui vient chercher ses affaires, parce que Karine rentre chez elle près de Saint-Omer, et elle est accompagnée de son beau-frère, Lilian Legrand, et du frère de Lilian Legrand. Quand ils sont arrivés devant la porte, une clé était cassée à l'intérieur. Ils ont décidé de la fracturer pour y rentrer. Ils voient que rien n'a été dérangé, donc ils mangent un yaourt, ils fument une cigarette. Et c'est quand Karine a décidé de les préparer ses affaires de toilette qu'ils se sont aperçus que la porte de la salle de bain était fermée. Donc là, ils défoncent la porte de cette salle de bain. Et là, ils découvrent malheureusement le corps de Stéphanie Fauvio, qui est appuyée les fesses sur le rebord de la baignoire, la tête en partie immergée dans l'eau. Elle porte un peignoir mais complètement dévêtu parce que le peignoir est ouvert. Donc ils prennent une couverture, ils jettent ça sur la victime et là ils appellent les secours. Allô, commissariat de police? Oui. Excusez-moi, c'est pour une urgence. Il faut que vous veniez tout de suite au 52 rue Féderbe, au 5e étage. Oui, on y va. On est sur place. C'est pas un cambriolage. C'est une découverte de cadavre dans la salle de bain. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une jeune femme. Nous sommes au 52 de la rue Féderbe à Lille. On avait été appelé pour procéder aux constatations pour une personne décédée à domicile. C'était au 5e étage que tout se passe. En fait, on voit une partie de l'immeuble, mais la plus grosse partie, et notamment les fenêtres, donnent sur les rues de l'autre côté. On se dirige principalement vers la salle de bain où il y a le corps de la victime. On trouve assez bizarre la position de la jeune fille. Alors, est-ce que c'est un accident? Il y avait du sang, mais on s'est dit, est-ce qu'elle n'est pas tombée en arrière? Quelqu'un parle de suicide. Après, on nous parle que, est-ce que c'est pas un cambriolage qui a mal tourné et que l'auteur aurait été surpris par la jeune Stéphanie Fauvio? Il y a plusieurs hypothèses à ce stade de nos constatations. On fait tout de suite quand même des photos pour fixer les lieux. Il n'y a pas de traces de désordre, il n'y a pas de traces de lutte pour nous. On a fait des recherches de traces papier à la poudre à l'époque, donc dans la salle de bain. Quand on voit la jeune fille, on découvre qu'il y a un poil au niveau du ventre. Et c'est là qu'on se dit, là c'est un élément intéressant et on le prélève tout de suite. Ça nous a marqué parce qu'on commence à nous parler justement que sur des scènes, il faudra penser à prélever maintenant tout ce qui est poils, cheveux, mégots, parce qu'on commence à parler depuis quelque temps de l'ADN.
lorsque le médecin légiste arrivera sur place, il constatera assez rapidement un traumatisme crânien. Donc si vous voulez, l'hypothèse d'un crime et non d'un suicide va très vite retenir l'attention des enquêteurs. Les conclusions de l'autopsie vont révéler 3 fractures crâniennes, des traces de strangulation. C'est la strangulation qui a été la cause principale de la mort. C'est Valérie, la sœur aînée de Stéphanie, qui la première va être avisée du décès de sa sœur. Et donc la pauvre Valérie, lorsqu'elle apprend cela, elle décide donc de partir pour aller prévenir ses parents, qui étaient partis dans leur caravane au Tréport. Et donc ça va être un bouleversement. Les parents de Stéphanie se sont à ce moment-là totalement perdus. Et ils ne parviennent pas à joindre Fabrice, qui est sorti en discothèque ce soir-là. Je m'amusais pendant que ma soeur était morte. Qu'elle avait été tuée. Mon père croyait pas que c'était sa fille. Donc on lui avait déconseillé de voir le corps de Stéphanie. Mais mon père a été à l'Institut médico-légal de Lille. Il a voulu à tout prix en espérant que ce soit quelqu'un d'autre. Je suis réveillée le matin par un cri de ma mère. Elle est en train de lire le journal et c'est un article qui annonce le décès d'une jeune étudiante de Huizerne dans sa baignoire, voilà, à Lille. Pourquoi lui faire ça à elle? Pour nous, c'était incompréhensible. Vraiment. Pourquoi lui faire autant de mal? C'était pas possible. On ne voyait pas qui pouvait lui en vouloir. Et on part à la maison de Steph à Huizerne pour savoir, parce qu'en fait, moi, je veux pas y croire, je veux pas accepter. C'est pas mon amie, c'est pas elle. On s'est connus au collège, donc on est devenus amis depuis la 6e. On habitait à la base toutes les deux Équerre, qui était un petit village, il y avait très peu de choses à faire. Et donc on a eu une jeunesse simple mais heureuse, plein de bons souvenirs. Son papa travaillait à la papeterie. Il était contremaître à la papeterie de la qui était à Huizerne. Sa maman était couturière, elle travaillait dans un magasin à Saint-Omer. Mes parents se sont sacrifiés pour leurs enfants, pour leur offrir le nécessaire pour des vacances. On visitait la France. Chaque année, on changeait de coin de France. On se baladait en caravane. Nous, les enfants, on avait une tente. C'était très familial. Et on partait au sport d'hiver. Les parents ont toujours été très cool. Et on était les rois, quoi. Stéphanie, c'était une fille qui aimait les autres, qui aimait la vie. Elle avait la bouille pétillante, quoi. Elle avait toujours le sourire, quand on n'avait pas trop le moral, rien qu'à la regarder, un peu clown aussi. Donc, c'est un personnage. Elle plaisait beaucoup. Par contre, elle n'était pas du tout
volage. Elle était très fleur bleue, très romantique, donc elle voulait trouver l'homme idéal, le prince charmant. Elle a rencontré Vincent, elle devait avoir 16 ans. Il était venu à la fête foraine. Voilà, c'est parti entre eux. Et puis c'était l'amour, quoi. Ouais. L'amour fou entre eux, et voilà. Hein. Elle était très studieuse, elle était en études supérieures de mathématiques. Elle était très contente de partir à Lille, en plus en coloc, avec Karine, une de ses copines de classe du lycée. Non, elle était très très heureuse d'avoir cette indépendance. Rien n'attire particulièrement l'attention dans la vie de Stéphanie Fauvio. Alors pour démarrer leur enquête, les policiers commencent de manière classique par son entourage. Sa colocataire d'abord, la dernière personne à l'avoir vue vivante. Lorsque les policiers examinent l'appartement, ils vont très vite se rendre compte que les affaires de Stéphanie ont été dérobées. Son sac à main, sa carte bleue, quelques bijoux. Cela va permettre aux enquêteurs de supposer l'existence d'un cambriolage qui tourne mal. On pense forcément à un crime crapuleux. Mais après, la prise du cambrioleur est écartée parce que la porte, en fait, est fermée avec une clé cassée dedans. Déjà, un cambrioleur, il va pas prendre la peine de refermer une porte à clé et puis d'enlever la clé. Et il n'y a pas de trace d'effraction extérieure. À savoir qu'on n'a pas pris un pied de biche pour ouvrir la porte. On a plus l'impression que quelqu'un a voulu faire une mise en scène en faisant croire à un cambriolage qui tourne mal. Les soupçons se sont portés sur Karine parce qu'on a dérobé uniquement des biens qui appartenaient à Stéphanie. C'est vrai que les objets qui appartenaient à Karine n'ont pas été dérobés. Va subsister un collier qui appartenait à Karine, va subsister également le chéquier de Karine. Les policiers vont s'intéresser à Karine du fait d'une dissension un peu naissante et une mésentente entre deux jeunes filles qui vivaient ensemble depuis quelques mois en colocation. Stéphanie était peut-être plus sociable et moins réservée que Karine. Stéphanie aimait bien recevoir des amis à l'appartement, ce que ne faisait pas Karine. Elles vont se rendre compte qu'elles sont complètement différentes. Vous devez vous partager les courses, partager le chauffage, partager la salle de bain, enfin, des choses très bêtes, mais qui du coup mettent une très mauvaise ambiance. Et Stéphanie était très jalouse de Karine sur Vincent. Parce que Karine avait des petites attentions. Elle lui ramenait des confitures spécialement pour lui, au parfum qu'il voulait, enfin des choses comme ça. Et Steph était très jalouse sur ça. Et elle trouvait que Karine minaudait un petit peu avec Vincent et du coup elle appréciait pas du tout la chose. Elles avaient des petites disputes. Alors, est-ce que ça pouvait pas être un mobile? Est-ce que, effectivement, un dépit amoureux? Est-ce que Karine n'avait pas des vues sur Vincent, le petit ami de Stéphanie? Ça, c'était aussi une des thèses des enquêteurs. Elle va être tout au long de cette procédure placée à 3 reprises en garde à vue, entendue plus de 8 fois. Mais à chaque fois, elle contestera les faits qui lui sont reprochés. Donc, elle va être cuisinée, mais cuisinée vraiment par les enquêteurs. Ça n'a rien donné. En fait, Karine, c'est tout simple. À l'heure supposée de la mort de Stéphanie, elle est en train de passer ses examens. Donc la Libye, elle l'avait. Dans un premier temps, ils ont peut-être cru à ça, mais nous, personnellement, on n'y pensait pas trop. Je pense que des engueulades de copines pour arriver à un meurtre, non. C'est pas cohérent. Lors de l'enquête, on va faire une analyse toxicologique de Stéphanie. Une première expertise va conduire à la présence de tranquillisants et de codéine. Et puis une deuxième expertise va révéler la présence de molécules laissant penser à une prise d'héroïne par Stéphanie. Cette prise d'héroïne, elle aurait eu lieu dans un laps de temps compris entre 1 heure et 3 heures avant le décès de Stéphanie.
Pourquoi pas une histoire avec un toxico ou un dealer qui aurait mal tourné, qui réclamait de l'argent. C'est dur quand on salit votre sœur en disant que c'est une droguée, quoi, sachant que c'est pas vrai. Déjà, impossible d'avoir l'argent pour acheter, et puis ça se voit, quelqu'un qui se drogue régulièrement. Donc, pour nous, c'était inimaginable. L'une des thèses, c'est que Stéphanie, qui habitait dans le quartier de la gare de l'île Flandre, où il y a beaucoup de dealers, aurait pu ouvrir le matin sa porte à un vendeur d'héroïne. Ils n'arrivent pas à expliquer comment elle aurait pu l'ingérer. L'autopsie ne nous parle pas de piqûre ou de quoi que ce soit. Quelques mois après, une équipe cynophile va se rendre dans l'appartement avec un chien pour essayer de voir si le chien marque à différents endroits et trouve de la drogue. Il ne va rien trouver du tout, il ne va marquer à aucun endroit de l'appartement. C'est mes parents qui ont demandé au juge de faire une contre-expertise. Et c'est là que ça prouvait que Stéphanie avait été droguée le jour même et qu'elle ne prenait pas de drogue habituellement. Et que faisait l'héroïne dans le sang de Stéphanie? Est-ce que son agresseur a pu la droguer? Il y a ce paradoxe, il y a une présence d'héroïne dans le sang de Stéphanie, mais Stéphanie n'était pas une toxicomane. C'est donc la contre-expertise demandée par la famille qui a permis à l'enquête d'avancer. Grâce à cette analyse, les enquêteurs apprennent que Stéphanie Fauvio n'était pas une consommatrice régulière d'héroïne, contrairement à ce qu'ils pouvaient croire. Alain, qui diligente ces expertises? En France, c'est le juge qui a le pouvoir de décider s'il veut commander une expertise complémentaire, une expertise toxicologique, une expertise psychiatrique, une expertise balistique, de l'accidentologie, ce qui peut être un élément important dans des affaires où on ne sait pas très bien ce qui relève de l'événement ou de la malveillance. Et donc, à la demande de l'accusation, de la défense, mais aussi des parties civiles, c'est le juge qui décide de commander une expertise ou une expertise complémentaire, s'il y en a déjà une, au moment de l'enquête de police. C'est très différent de ce qui se passe aux États-Unis, puisque aux États-Unis, ce n'est pas le juge qui décide d'autoriser les experts. Chaque partie au procès peut faire venir ses propres experts, et d'ailleurs, on assiste très souvent à des batailles d'experts qui ne facilitent en rien le travail de la justice. Dans l'enquête sur la mort de Stéphanie Fauvio, comment expliquer une telle différence de résultats entre la première analyse et la seconde? Alors la première analyse, elle porte sur une prise de sang. C'est une analyse du moment, sur l'instant. Elle dit juste, oui, il y a eu de l'héroïne, non, il n'y en a pas eu. La deuxième analyse, elle porte sur un cheveu. Le cheveu a une mémoire longue, qui permet de savoir si la prise était régulière, la quantité de prise, le niveau de prise, et là, la démonstration va montrer qu'il ne s'agissait pas d'une consommatrice régulière. Après cette piste de la drogue, qui ne mène à rien, donc, les enquêteurs vont s'intéresser à un élément de la scène de crime qui peut être déterminant, le poil pubien retrouvé sur Stéphanie, dont ils espèrent extraire un ADN. Grâce au poil pubien sur le nombril de Stéphanie, on va retrouver donc un ADN masculin. Et donc là, pour nous, c'est bingo. On se dit, alors là, c'est bon, on a, grosso modo, on a l'identité de l'auteur. Ça, je me souviens que ça nous a marqué. C'est un élément important parce que les constatations médico-légales vont mettre en évidence des violences à caractère sexuel. Dès lors qu'il y a eu des violences à caractère sexuel, on pense que c'est peut-être le poil pubien de l'agresseur. On met tous nos espoirs dedans, hein. On se dit que c'est bon, le coupable a fait l'erreur qu'il ne devait pas faire et que du coup, on va trouver qui est. Donc du coup, les tests ADN sont faits en cercle autour de tous ses proches. Donc ça commence par son père, son frère, Vincent, et ça s'élargit. Il teste vraiment très large. Toute l'enquête menée par les collègues du commissariat ont tourné autour de ce poil pubien. Il faut se donner le temps pour retrouver les éléments, pour faire des comparaisons ADN. À la télé, la comparaison en 2 minutes. Nous, il y a des moments, il faut attendre 2 ou 3 mois avant d'avoir un résultat de comparaison. On a comparé avec l'ADN de ce poil. Et forcément, ça a toujours été négatif.
matin des faits, Karine part en cours vers 8h, 8h05. Stéphanie est vivante, elle va prendre son bain un peu plus tard pour partir en cours. La supposition, c'est que Stéphanie a mis l'eau chaude. Et le coup de sonnette, en fait, est intervenu, elle a pas eu le temps de mettre l'eau froide, quoi, parce que l'eau était bouillante, vu qu'elle a été ébouillantée. Elle ouvre volontairement, elle est en peignoir, elle va pas ouvrir non plus à n'importe qui. Ça veut dire que Stéphanie a ouvert à la personne qui l'a assassinée. Donc c'était forcément une connaissance. Et c'est une fille très prudente, même limite peureuse. Encore à l'âge de 16 ans, elle regardait en cours sous son lit. Avant d'aller se coucher la nuit, elle vérifiait que les portes soient fermées, que le gaz soit éteint. Oui, c'était presque des tocs. Stéphanie n'aurait jamais ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait pas. On savait que c'était obligatoirement quelqu'un qu'elle connaissait. C'était sûr à 100%. Tout le monde pouvait être impliqué, puisque c'était quelqu'un qui forcément connaissait ses habitudes. Donc on a commencé à douter un peu de tout le monde, malheureusement. Donc moi, je me souviens déjà dès le début d'avoir fait une liste de tous ceux qui étaient déjà passés dans l'appartement, dans les copains, les fêtes, les choses comme ça. Il y avait Lilian Legrand, le beau-frère de Karine. Nous, on y pense fortement à Lilian Legrand. On sait très bien que Lilian Legrand a un comportement malsain envers sa belle-sœur. Elle avait avoué à Stéphanie comme quoi qu'il s'était retrouvé une fois dans son lit. Oui, il a eu quelques attouchements assez dire pour rigoler, mais c'est des choses qu'on ne fait pas. Il trouvait toujours l'excuse de venir pour récupérer des affaires à Karine ou autre, pour être avec Stéphanie. Stéphanie n'aimait pas trop se retrouver seule avec lui, quoi. Au niveau du regard, au niveau de sa façon d'être, c'était un peu malsain. Donc en fait, Lilian Legrand, il est auditionné bien sûr, il va pas être suspecté parce que il y a sa femme qui affirme qu'ils étaient ensemble vers 8h, 8h05 dans le Pas-de-Calais. Donc matériellement, c'était pas possible qu'il soit à Lille à 8h15, voilà. Et après, Lilian Legrand, il part faire des travaux chez ses parents. Donc son père dit qu'il est avec lui toute la matinée. Donc matériellement, pas possible d'être à Lille en même temps, évidemment. Comparaison palpubien négatif, un alibi fourni par son père, forcément la piste est abandonnée, quoi. Et après, le temps passe et le coupable toujours pas désigné. Donc on commence à chercher autour de nous, à poser des questions. Et ma mère a mené l'enquête au détriment un peu de sa famille. A noté des choses qui lui semblaient bizarres ou une vraie inspectrice. Tous ces renseignements, le donner aux inspecteurs de police. Elle décortiquait chaque audition, chaque fait. Elle essayait de retrouver sur une petite ligne que quelqu'un aurait dit que machin. Elle tirait le fil jusqu'au bout et elle demandait des analyses, elle remettait des pièces. Elle me disait tout le temps, il faut que je relance, même si ça c'est un peu inutile, il faut que je relance le dossier pour pas qu'il soit fermé. Elle le savait et elle jouait là-dessus. L'enquête pour ma mère, c'était sa béquille. Elle se raccrochait qu'à ça, quoi. Elle voulait savoir qui a tué sa fille et elle n'a jamais rien lâché, quoi. C'était le combat de sa vie. La famille se mobilise et distribue des tracts sur le campus de la Cité scientifique. L'année d'après, il passe dans témoin numéro 1 chez Jacques Pradel pour essayer de susciter des témoignages. Et en fait, rien n'avance. Et c'est quelque chose qui taraudait les enquêteurs, qui sont toujours mobilisés. Moi, j'y pensais aussi régulièrement. Et on se faisait fort aussi, quasiment tous les ans, de remettre cette affaire sur le devant de la scène. Cette affaire qui n'était toujours pas résolue. On se disait, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. On était déçus par ce qu'on avait fait. Et vous dites, malheureusement, plus les années passent, plus l'auteur des faits, il va s'en sortir. Et il y a un sentiment d'injustice parce que d'ailleurs, Stéphanie a toute une famille, il ne faut pas l'oublier. Et si les gens croient que ça ne nous touche pas, ils se trompent. Ce qui a marqué l'opinion publique aussi, je pense que c'est la douleur de ses parents. Les Fauviaux, c'est un couple très attachant, des gens simples au bon sens du terme, qui avaient une fille solaire, gentille, jolie. Et il leur arrive le pire. Tous ces gens, tous ces enquêteurs, ces magistrats ont été touchés par les Fauviaux. Et je pense qu'ils en ont fait une affaire personnelle pour beaucoup.
Il fallait rendre justice aux Fauviaux. Il fallait qu'on trouve l'assassin de Stéphanie. L'enquête piétine pendant des années. On arrive en 2007, où là, la brigade criminelle revérifie les alibis des gens qui avaient été entendus à l'époque. Et là, il s'intéresse quand même à un étudiant en maths qui était plus âgé que Stéphanie. Il avait une trentaine d'années. Et il a pu se montrer, selon l'entourage de Stéphanie, un petit peu entreprenant, un petit peu dragouilleur. Il est pointé du doigt parce qu'il s'est déjà rendu à l'appartement, parce qu'il était venu passer une soirée avec un ami d'un ami, et puis qu'il lui aurait proposé de lui donner des cours particuliers. Les enquêteurs l'avaient interrogé et celui-ci avait donné un alibi en indiquant notamment qu'il était avec sa femme le jour du crime. Et puis lorsque le nouvel enquêteur va vérifier tout cela, il va procéder à l'audition de cette dame qui va infirmer l'alibi qui avait été donné à l'époque. Sa femme en fait va le lâcher, va dire bah non c'est pas vrai, il a menti, il n'était pas avec moi, donc forcément il va être soupçonné pour ça. Quand on nous dit peut-être que c'est lui, ça nous surprend pas plus non plus. Ça peut être lui, effectivement. Puisqu'il avait l'air d'être intéressé par Steph, donc on y a cru. On y a cru. Cet étudiant en maths, il est mis en examen pour homicide volontaire. C'est quand même pas rien d'être mis en examen pour homicide volontaire. Eh ben non, il va pas en détention provisoire, il est juste placé sous contrôle judiciaire. Dans une affaire criminelle, généralement, il y a un mandat de dépôt à la clé, il a été placé sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que le juge d'instruction de l'époque, lui-même, devait avoir quelques doutes. Il y avait très peu d'éléments à charge contre lui, et c'est vrai que dans l'absolu, il n'aurait peut-être pas dû être mis en examen. Il n'y avait pas de preuves matérielles, donc accuser quelqu'un sans preuve matérielle, c'est très difficile. On ne voulait pas avoir un nom pour trouver un nom. C'était pas ça, quoi. On voulait l'assassin, le vrai. L'homme mis en examen en 2008 et laissé libre sous contrôle judiciaire sera finalement mis hors de cause. Car 4 ans plus tard, un rebondissement va orienter l'affaire vers un suspect beaucoup plus crédible. En 2012, le magistrat décide de saisir la PJ, notamment pour pouvoir avoir un œil nouveau sur le dossier. Moi, j'arrive comme directeur d'enquête dans le cadre de cette affaire. On récupère une archive, et cette archive, en fait, est constituée de pelures des procès-verbaux de l'époque qu'on n'arrivait pratiquement plus à déchiffrer tellement le temps avait passé. C'est effectivement un dossier qui datait de 17 ans, qu'à l'époque on n'avait pas de téléphonie, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de surveillance dans les rues de Lille, donc forcément pas d'images à exploiter. Ça dépérit un peu parce qu'en fait toutes les pistes ont été exploitées, il y a vraiment plus grand chose à faire. Le juge a l'idée de soumettre aux analyses génétiques le baignoire que la jeune femme portait lorsque le corps a été retrouvé. Et c'est cette analyse qui va permettre de retrouver un ADN qui n'était pas connu du dossier. Alors c'est un génotype masculin, c'est un homme, qui a donc laissé son ADN sur les parties extérieures du peignoir. On va notamment le retrouver au niveau du coude, ce qui peut correspondre à un endroit où l'auteur aurait pu agripper la victime. On a appris comme quoi ils avaient retrouvé de l'ADN de contact sur le peignoir, et dont un qui était mélangé avec le sang de Stéphanie. Donc là, on était sûr que c'était le bon ADN. Par rapport à cet ADN, on pouvait trouver le coupable.
Et l'ADN a matché avec l'ADN d'un mégot de cigarette retrouvé le jour du meurtre de Stéphanie, qui appartenait à un des frères Legrand, Lilian Legrand. On était en famille en plus ce jour-là quand on l'a appris. Et on a vécu ça un peu comme une victoire de la Coupe du Monde, quoi. C'était l'euphorie, la joie. On avait gagné, quoi. Et là, j'ai un soulagement et aussi une évidence en me disant bah oui, tout s'imbrique, mais on n'y a pas pensé. Rien ne pouvait laisser penser que quelques années plus tôt, il avait commis le meurtre. Lilian Legrand, c'est quelqu'un qui, avant ce crime, n'avait jamais fait parler de lui. Il a un profil, finalement, qui n'est pas le profil d'un meurtrier. Il avait une vie de famille stable, une femme, 2 filles. Il avait une vie bien installée. Il est gendarme, mais il est informaticien. Il a fait plusieurs étapes dans sa carrière de gendarme. Il est passé à l'Élysée par la garde républicaine. Il s'est spécialisé dans le système informatique. Et oui, c'est quelqu'un qui est plutôt bien noté, qui a reçu des lettres de félicitations, plutôt apprécié. Il est totalement inconnu des services de police et de justice. Jamais condamné. Après, il y a sa vie privée. Et sa vie privée, c'est pas la même chose. Sa vie privée, il a eu plusieurs maîtresses. On entend notamment une de ses maîtresses qui sont un petit peu son fantasme, c'était de prendre un bain avec elle. C'est quand même un mec très particulier. « 17 ans après, la police tient enfin son suspect grâce aux évolutions des techniques d'investigation criminelle. Alain, comment expliquer que l'ADN présent sur le peignoir de Stéphanie Fauvio n'ait pas été extrait et analysé 10 ans plus tôt ? D'abord parce qu'on ne savait pas le faire, essentiellement. On a toujours su que l'ADN était un peu partout, mais il fallait une consistance plus importante pour commencer à identifier l'ADN. Il fallait du sperme, de la salive, du sang, et on n'avait pas encore les outils nécessaires pour trouver ces fameuses cellules épithéliales, celles qui couvrent tout notre corps et qu'on peut simplement déposer en touchant un objet, en se frottant à quelque chose, en laissant tomber un cheveu. Et donc tous ces éléments-là ne sont apparus que tardivement, et c'est d'ailleurs parce que l'auteur du crime avait touché ce peignoir qu'on a pu identifier cet ADN, l'extraire et surtout découvrir l'identité de son porteur. Ces nouvelles techniques ont-elles permis d'élucider beaucoup d'affaires ? Massivement. En fait, on est passé de quelques milliers d'affaires par an à plusieurs milliers d'affaires par mois, une augmentation par 12 en 10 ans et qui continue à progresser au fur et à mesure de la capacité à trouver des traces moindres et des technologies beaucoup plus importantes qui ne concernent plus seulement l'auteur, mais aussi sa famille, ses proches au sens du cousinage éloigné. Et donc, ceci a permis d'élucider de très nombreuses affaires, beaucoup plus que d'habitude, mais avec un besoin de nouveaux moyens de laboratoires techniques et scientifiques qui sont submergés par la demande. Alors, grâce à cette preuve ADN, les policiers sont désormais persuadés que Lilian Legrand a tué Stéphanie Fauvio. Ils le placent en garde à vue dans l'espoir de lui faire avouer son crime. Lilian Legrand est convoqué donc à 9h du matin. On lui dit qu'il est placé en garde à vue pour le meurtre de Stéphanie Fauvio. Il est étonné, mais il reste calme. Il est là pour répondre aux questions et dit qu'il va jouer le jeu. Donc les droits. Vous avez le droit de voir un médecin, avocat, comme classiquement. Legrand, d'ailleurs, je ne veux pas d'avocat. D'ailleurs, il maintiendra cette version tout le long de la garde à vue. C'est-à-dire, je ne veux pas d'avocat, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ça lui a été posé 10 fois parce qu'on avait bien sûr trop peur de se faire casser la procédure, mais il n'en voulait pas.
Lorsque Lilian Legrand apprend que son ADN est bien celui qui est retrouvé sur le peignoir, en fait, il est assis sur sa chaise, il se penche en avant, il se met la tête entre les mains, il demande une cigarette et il nous dit « Je vais vous dire ce qui s'est passé ». Sa première version, c'est de dire qu'il avait en fait des relations sexuelles avec Stéphanie depuis plusieurs semaines et que ce matin-là, il est bien allé dans l'appartement et il a eu des relations sexuelles avec Stéphanie. Il nous explique que c'est une relation qui était très hard, si on reprend ses termes. Il va préciser qu'au cours des ébats, en fait, la jeune femme va perdre l'équilibre et va tomber sur la tête contre la baignoire. Il va expliquer que, en fait, il a paniqué, que la jeune femme était morte au moment de sa chute. C'est impossible. C'est impossible. C'est une personne que Stéphanie détestait. Donc, elle nous disait du mal sur lui, donc je vois pas pourquoi elle aurait eu des pulsions avec. Puis elle était trop heureuse avec Vincent, quoi. Cette explication ne colle pas aux constatations qui avaient été faites sur la scène de crime, puisque le corps était ébouillanté et présentait des traces de strangulation, ce dont ne parlait absolument pas Lilian Legrand. Donc lorsqu'il va être informé du résultat des examens médico-légaux, Lilian Legrand va changer sa version. Il va expliquer en fait qu'il avait des vues sur Stéphanie et que ce matin-là, il était venu effectivement à l'appartement. Et que la Stéphanie lui avait ouvert. Il la découvre nue sous son peignoir, qu'il veut avoir une relation sexuelle. Il voit qu'elle se fait couler un bain et lui demande s'il peut prendre un bain avec elle. Elle refuse et qu'il la maintient de force, mais qu'à un moment donné, elle a un mouvement de recul, qu'elle tombe en arrière et qu'elle va perdre connaissance et que, pris de panique, il avait maquillé cela en crime et en cambriolage qui aurait mal tourné, en l'étranglant. Pour Lilian Legrand, c'est une agression qui tourne mal. À la fin de la garde à vue, il a laissé un mot à l'attention de son épouse. Il va faire part de ses regrets. Il va écrire une espèce de testament en disant « Tu diras aux enfants que j'ai fait une grosse bêtise. Tu connais maintenant la raison de mes insomnies. » Si tu savais à quel point je le regrette. Maintenant, tu sais d'où viennent mes insomnies. 1000 fois j'ai voulu t'en parler, mais j'avais peur de te perdre. Et maintenant c'est fait. Encore un beau gâchis de ma part. Je t'aime, Lilian. Et c'est ça qui va signer sa culpabilité totale aux yeux des enquêteurs. C'est une preuve en plus. Avec son ADN mélangé avec le sang de ma sœur, plus ce courrier, on peut pas dire que c'est pas lui, quoi. On espérait que M. Legrand se livre le jour du procès pour savoir le pourquoi du comment. Pourquoi on tue? Pourquoi on fait du mal? Pourquoi on détruit une vie? À Douai, le procès de ce gendarme qui comparait pour le meurtre de la jeune Stéphanie. L'accusé est revenu sur ses aveux. Après avoir multiplié les versions devant les policiers et le juge d'instruction durant 2 ans et demi, Lilian Legrand a finalement nié avoir été chez Stéphanie Fauvio le matin du meurtre et avoir eu une relation sexuelle avec elle. Monsieur Legrand va donner une énième version où finalement circuler, il n'y a rien à voir, on n'est jamais venu ce jour-là et on est totalement innocent. Bien évidemment, on n'y croit pas un instant. Il va
se plaindre en disant que les fonctionnaires de la PJ se sont montrés très insistants, qu'il a fait l'objet de pression. Alors, heureusement que les interrogatoires et auditions en matière criminelle sont filmés, et puis on a pu voir que les policiers le traitaient de façon tout à fait convenable. Des aveux extorqués, mais ils disent tout ça, les meurtriers. Comment imaginer qu'un gendarme puisse se laisser faire, se laisser extorquer des aveux par des policiers de la PJ? Moi, j'ai peine à le croire quand même. Par rapport à l'ADN, il explique qu'il a pu un jour s'essuyer les mains sur ce peignoir après se les être lavés. La présence d'ADN en mélange, ça ne veut pas dire que les ADN ont été déposés en même temps. Ça peut être une superposition, ça peut être vous touchez quelque chose une fois, quelqu'un va toucher quelque chose une deuxième fois des jours ou des semaines après, les ADN vont se retrouver en mélange. Pour autant, vous n'avez pas touché la chose en même temps. Alors, à l'audience, une femme gendarme à la barre a livré un témoignage qui faisait froid dans le dos quand on connaissait un petit peu l'histoire. J'ai connu Lilian en 2009-2010 sur Rosny-sous-Bois. Dans la caserne, on était 5 en coloc. Lilian harcelait ma coloc quand elle était toute seule. Il venait pour prendre le café de manière intempestive. Un matin, il arrive à l'improviste et puis il rentre carrément dans sa chambre et a observé une photo d'elle sur la plage. Et donc il n'a rien trouvé de mieux que de dire oh, c'est qui cette bombe là sur la photo, sachant pertinemment que c'était elle, quoi. Et après ces faits de harcèlement, j'ai ma coloc qui me dit j'en ai marre, regarde par la fenêtre. Lilian, il est sur son balcon, nu. Effectivement, notre chef fait des allers-retours entre son salon, le balcon, et nu comme un verre. Et a montré ses attributs, je pense qu'il faisait exprès. On se dit, c'est pas possible, quoi. On est dans une caserne gendarmerie, qu'il peut y avoir des enfants. Enfin, on s'est surtout dit qu'il avait un côté très pervers. Je crois que c'est un mec qui a des problèmes sexuels, quoi, dans sa tête, et ouais, c'est un être malsain. Il est malsain. En 2012, j'apprends que Lilian Legrand est mis en examen pour un meurtre qui a eu lieu avant son entrée en gendarmerie. J'ai ressenti de la peur en me disant mon Dieu, vu le comportement qu'il avait, il aurait peut-être même pu faire du mal à ma coloc, quoi. Et elle, je pense qu'elle a, quand elle a vu l'article là aussi, elle était choquée, quoi. En fait, quand je me suis renseignée après sur l'affaire Stéphanie Fauvio, j'ai vu qu'il reproduisait la manière d'opérer, quoi. Du fait de devenir à l'improviste comme ça, ça fait froid dans le dos. Il est 19h hier, au palais de justice de Douai. La famille quitte la salle d'audience. Le verdict a été accueilli par des applaudissements. Lilian Legrand a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Stéphanie Fauvio. Stéphanie est l'évangile, on est très contents. Vous vous attendiez à ce verdict? Oui, on n'avait aucun doute. Cette condamnation est évidemment lourde, mais je crois qu'elle reflète la gravité du crime et l'atrocité de ce qu'a subi Stéphanie. Et puis je crois qu'il paye aussi son comportement à l'audience avec une froideur face aux faits. Je sais pas, on avait l'impression qu'il n'était pas là. Carrément dans l'ignorance, ou carrément aucune froid, personne froide. Pas un signe. Il s'exprimait très peu. Non, je pense qu'il est dans le déni complet. Moi, j'ai une haine profonde. J'ai une haine et j'ai une rage.
Lilian Legrand, il a écopé de la peine maximale. Au premier procès à Douai et au deuxième procès en appel à Saint-Omer. Il n'a pas offert aux parents de Stéphanie le récit des derniers instants de leur fille. Et je pense que c'est quelque chose qui va leur manquer à vie. La justice est passée, mais ils doivent faire leur deuil de la vérité. On est marqué pour l'histoire de Stéphanie, c'était horrible. Stéphanie nous manque toujours. C'est toujours pesant sur nous, c'est toujours là autour de nous. Le combat il est fini, mais elle n'est plus là. À son procès, Lilian Legrand a nié les faits et refusé de fournir la moindre explication. La famille de Stéphanie est repartie avec des questions sans réponse et un travail de deuil encore plus difficile à faire.